Bonjour à tous, bienvenue sur Marianne TV. À l'occasion de la sortie de notre dossier spécial porno, nous avons décidé d'organiser un débat sur cette industrie qui, depuis quelques années, défraie régulièrement la chronique. Aujourd'hui, le contenu pornographique est accessible partout, tout le temps, y compris chez les mineurs. Chez les 12-13 ans, plus de la moitié des garçons fréquentent au moins une fois par mois un site pornographique. Plusieurs rapports, celui du Sénat, celui du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, sont venus documenter les violences qui ont cours dans l'industrie pornographique actuelle. Marianne a souhaité organiser un débat autour de cette question un brin provocatrice. Faut-il mieux réguler ou tout bonnement interdire le porno? Pour en débattre, aujourd'hui, nous recevons deux personnalités. D'abord Thérèse Argot. Thérèse Argot, bonjour. Vous êtes thérapeute de couple, sexologue, et vous venez de publier aux éditions Albin Michel cet ouvrage, Tout le monde en regarde, ou presque, où vous faites un constat, l'industrie pornographique est en train de détruire des générations entières. De l'autre côté, pour en débattre, nous recevons également Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure emblématique du cinéma X des années 70. Vous avez publié depuis plusieurs romans et essais sur la sexualité. Et vous présentez aussi une émission quotidienne sur Sud Radio. D'abord, je me tourne vers vous, Thérèse Argot. Dans votre ouvrage, vous prônez quasiment l'abstinence quant à la consommation de contenu pornographique. Selon vous, faut-il arrêter de consommer du porno ou faudrait-il tout bonnement interdire sa production? Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter de regarder de la pornographie, que c'est pas bon pour notre santé mentale, notre santé sexuelle, notre santé sociale, et c'est ce que j'explique dans ce livre. Je suis contre, par contre, l'interdiction de la pornographie. Je ne vais mettre aucune énergie à interdire des personnes de produire du contenu pornographique. Je pense que ça sert à rien, ce serait vraiment inutile. En revanche, je suis hyper pro-érotisme. Je fais une grande différence entre pornographie et érotisme. Pour moi, ce sont deux productions différentes. Je pense qu'il n'y a rien de bon dans le porno, mais je pense que l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie. Très bien. Dans son ouvrage, Thérèse Argot aussi affirme dès la première page, le porno que vous regardiez à l'époque, n'a plus rien à voir avec le porno que regardent vos enfants. Qu'est-ce que vous pensez d'abord, Brigitte Lahaye, peut-être de l'évolution du contenu pornographique? Je crois que le porno, c'est très à l'image de la société dans laquelle on est. Il est évident que la manière dont on parle de sexe aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les années 70 où la pornographie finalement montrait très peu de choses de la sexualité, alors qu'aujourd'hui on a une pornographie qui est beaucoup plus hard. Mais en même temps, moi j'ai tendance à dire qu'un jeune qui regarde de la pornographie, je parle bien d'un jeune qui a plus de 15 ans, 18 ans, il est quand même assez au fait de ce qu'il regarde. Donc je suis pas sûre que le danger soit grand pour un jeune qui regarde de la pornographie, contrairement à ce que pense Thérèse. Mais en revanche, ce qu'il faut absolument, c'est travailler sur les enfants et donc les préparer pour que s'ils tombent sur des images pornographiques, ça ne soit pas un traumatisme comme ça l'est très souvent, quoi. Moi, j'interviens chaque semaine dans des lycées, des collèges de France. À 15 ans, ils ont quasi déjà tous vu des images pornographiques. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exposition est beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que quand ils vont consommer à partir de l'âge au lycée ou à l'âge adulte, ils vont consommer ce produit aussi parce qu'ils en ont consommé quand ils étaient petits. C'est ce que j'explique dans ce livre et je pense que c'est important de le redire. Le mécanisme de la récompense se met en place très tôt, c'est-à-dire que le cerveau enregistre qu'il peut avoir un shoot de dopamine en voyant ces images-là. Quand je dis très tôt, encore cette semaine en consultation, une petite fille de 9 ans qui est venue, 9 ans, c'est tous les jours que moi j'entends des histoires comme celle-là, c'est pour ça que je m'alarme de la situation actuelle. Et donc après, on a des adolescents, des collégiens, des lycéens et des jeunes adultes qui en consomment massivement. Et je pense qu'ils en consomment massivement parce qu'ils ont été exposés trop. Oui, mais je pense que le danger, c'est de considérer que le bouc émissaire, c'est la pornographie. C'est un peu facile. Je pense qu'on n'éduque plus du tout les jeunes garçons à la frustration. Il n'y a plus d'éducation à la frustration dans les familles. Et je crois qu'encore une fois, le vrai problème, c'est un problème sociétal. Certes, la pornographie va aggraver, si je puis dire, des enfants qui sont déjà avec des éducations absentes.
Mais je pense pas que ce soit la pornographie qui soit responsable de tout. Moi, j'ai par exemple récemment, la semaine dernière, eu une jeune fille qui appelle et qui me dit j'ai vu à 10 ans une image de sodomie, ça m'a tellement excitée que maintenant je ne pratique que la sodomie. Je continue le témoignage et je découvre qu'elle fait du vaginisme. Le vaginisme, c'est pas à cause de la pornographie, c'est certainement à cause d'abus sexuels avant 10 ans. Donc je crois qu'il faut vraiment faire attention. Je suis pas pour une pornographie extrême, mais penser que la pornographie est la cause de tous les problèmes sexuels des jeunes aujourd'hui, je crois qu'on va dans le mur. C'est pas ce que je dis. Je pense pas que c'est la cause de tous les problèmes sexuels. Je dis par contre que c'est un problème en soi, que je parle aussi d'abus sexuels auprès de mineurs. C'est-à-dire qu'un mineur qui est exposé à ces images-là, il vit souvent cette première exposition, et donc de nouveau avec ces contenus qui ont aussi fortement changé, comme un traumatisme, comme un choc qu'il ne sait pas gérer. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien justement, ce qu'il faut faire, je pense vraiment, c'est d'abord que la pornographie ne soit plus un sujet tabou dans notre société. C'est pour ça que je vous remercie de cette interview. Je vous remercie de faire un dossier sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Il faut plus que ce soit un tabou au sein de nos familles, au sein de la société, au sein de nos écoles. C'est pour ça que moi j'interviens dans les écoles et je dis aux enfants, la pornographie, on peut en parler. C'est pas parce que ça concerne de la sexualité qu'en un coup tout le monde devrait se taire. Mais c'est du sexe, ça c'est pas de la sexualité. Voilà, c'est déjà la différence. Oui, mais donc c'est déjà important de comprendre que on peut en parler. On ne doit pas rester seul avec ça. Donc il y a une prévention qui doit se faire. Et vous avez raison, la nature a horreur du vide. Ça veut dire que comme il y a un vide en matière d'éducation affective et sexuelle, eh bien on a tendance à se tourner vers ce genre de contenu. Je vais vous parler de cette petite fille là que j'ai eue récemment en consultation. Elle a tapé sur Google faire l'amour. Elle voulait savoir ce que c'était faire l'amour, mais elle a tellement raison de vouloir savoir ce que c'est faire l'amour. La curiosité, elle est tout à fait saine, mais elle va tomber sur ce contenu-là parce que les enfants sont pas assez protégés actuellement à cause de ces grands tubes. Et je dirais que le problème n'est pas la pornographie, c'est ces tubes qui distribuent ces vidéos en permanence. On peut difficilement interdire la pornographie dans une société actuelle avec on peut réguler avec Internet. Internet ne peut plus rester une zone de non-droit. On est tous fliqués sur nos téléphones et dès qu'on regarde de la pornographie, on se retrouve avec des bons. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux qu'on peut trouver. On a assez intelligent pour le retrouver là. Oui, mais l'idée, c'est quand même. En tout cas, il faut, je pense, d'abord. Moi, je me souviens d'un sondage où 80% des parents ne pensaient pas que leurs enfants puissent toucher des images pornographiques avant 15 ans. Ah, mais on pense toujours que ça concerne les enfants des autres. Moi, la première, je suis maman de 3 enfants. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce contenu, il est disponible à n'importe quel enfant, de n'importe quel milieu social, quelle que soit l'éducation qu'on a donnée. Je pense à ces parents qui font très attention à l'utilisation des écrans. Les enfants peuvent quand même tomber encore sur ces images-là. C'est pour ça qu'on attend quand même de la part du gouvernement une action forte pour protéger les mineurs, pour qu'on ne puisse pas tomber comme ça sur ce contenu-là. Je pense que là, on peut faire quelque chose. En fait, ce qu'il faut réguler, c'est ces fameux tubes qui piratent du contenu, qui ne contrôlent pas bien ce qu'ils mettent sur leur plateforme. C'est plus que la pornographie en tant que telle, c'est la façon dont elle est diffusée. Mais beaucoup de sites pornographiques ont des régulateurs pour que justement quelqu'un qui a moins de 18 ans ne puisse pas. Il faut juste cocher. Toutes les semaines, les collégiens me disent « Madame, comment ça se fait que c'est si facile de regarder du porno alors que vous nous dites qu'on n'est pas censé en regarder et que c'est pas bon pour nous ?» Bah ouais, je suis désolée, on est en France. C'est hyper facile parce qu'il faut juste cocher une case en disant qu'on a plus de 18 ans. Et les propriétaires de ces plateformes-là savent parfaitement que beaucoup de mineurs vont consulter, mais je suis pas, et ils ne font pas de plus sur de la régulation. question des mineurs. Je crois qu'on est absolument d'accord. Maintenant, de là à penser que la pornographie est néfaste et que tous les hommes qui regardent de la pornographie tombent dans l'addiction, je crois que là, vous êtes dans l'erreur. En fait, ce que je dis, c'est que le phénomène d'addiction va se mettre en place à partir du collège. Si on interroge 100 personnes qui consomment de la pornographie, la majorité d'entre eux vont dire qu'ils ont commencé à consommer quand ils étaient enfants. Ça a commencé quand ils avaient 12 ans, 13 ans, etc. On sait que le phénomène d'addiction, que ce soit pour la pornographie ou pour l'alcool, ou pour les jeux, comme pour la cigarette, c'est parce qu'il y a un vide sur le plan psychologique qui fait que la personne va plus facilement que quelqu'un d'autre tomber dans l'addiction. Le produit en tant que tel peut être aussi addictif. Oui, mais est-ce que c'est plus grave d'être addict à la pornographie qu'aux jeux vidéo? Je suis pas sûre, moi. Alors, on va pas. Je pense que ça sert à rien de comparer deux problèmes en tant que tel. Mais je pense quand même que c'est ce que j'explique, c'est que c'est comme la cigarette, c'est-à-dire que si on commence à fumer quand on est collégien, c'est pas mauvais pour la santé de regarder la pornographie. Eh bien justement, moi ce que j'explique dans ce livre, c'est que je pense que c'est mauvais pour la santé sexuelle et la santé mentale. Entre autres choses, quand on a commencé à ce moment-là, parce que moi c'est ça dont je parle, c'est que finalement les adultes qui vont consommer, je parle des moins de 40 ans, souvent, c'est parce que moi forcément j'ai grandi avec cette génération qu'on a appelée la génération YouPorn, aujourd'hui on pourrait l'appeler autrement, qui on sait que 80% des jeunes de 18 à 30 ans regardent régulièrement du porno, mais ce sont des jeunes qui ont grandi avec Internet quand ils étaient au collège et quand ils étaient au lycée.
Et donc oui, il y a des conséquences sur la vie sexuelle. On parle de ces fameuses angoisses de performance. Mais la culture évolue et la d'addiction, sexualité évolue. La sexualité des Français n'a rien à voir avec la sexualité des Français d'il y a 40 ans. Oui. Et peut-être que dans 20 ans, ce sera encore différent. Et en quoi la pornographie a nui tant que ça à la sexualité des Français? Il y a d'autres choses qui nuisent beaucoup plus à la sexualité des Français actuellement, notamment le wokisme. Hein. Donc, elle nuit sur différents aspects. On peut parler à la fois qu'elle peut engendrer ce qu'on appelle des angoisses de performance chez les enfants, ça veut dire que, et les collégiens, les lycéens, puis les adultes, c'est-à-dire qu'on a une comparaison qui peut se faire, et donc on a peur de ne pas réussir à être à la hauteur. Ça existe depuis la nuit des temps. Oui, mais aujourd'hui, ça vient par là. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je dis derrière, c'est que la libération sexuelle en tant que telle, elle n'a pas vraiment eu lieu. Parce que finalement, on a de nouvelles injonctions, on a des nouvelles pressions, on a des nouvelles angoisses, on a des nouvelles culpabilités. Finalement, est-ce que ça nous a libérés? Pas tant que ça. Donc finalement, ça va quand même un peu mieux. Eh bien, vous voyez, par exemple, on a pu observer que chez les 18-25 ans, 43% d'entre eux n'ont plus de relations sexuelles, n'ont pas de relations sexuelles. Oui, mais c'est pas la pornographie, c'est les questions binaires, c'est les questions, c'est toutes ces questions. Quand vous dites binaire, vous pensez à quoi? Transgenre, etc. Non, oui, par exemple, et beaucoup de jeunes aujourd'hui se considèrent non binaires, donc ils savent plus très bien. Il y a cette peur, des jeunes ados qui ont peur d'être accusés de harcèlement. Enfin, mais quand je parle du porno, par exemple, des remarques que j'ai. On s'éloigne du porno. Non, moi, le lien de cause à effet, par exemple, je le vois encore. Combien de jeunes me disent, mais madame, c'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille. Ça, c'est quelque chose que j'entends toutes les semaines, moi. C'est tellement plus facile de regarder un porno que d'aller draguer une fille. Eh ben oui, c'est la facilité. Notre cerveau qui est adepte de la facilité et du confort, c'est plus facile en 2-3 clics d'avoir de quoi satisfaire une pulsion sexuelle qui lui vient à n'importe quel moment, plutôt que de sortir chez soi, d'aller rencontrer quelqu'un. À 18 ans, de regarder du porno. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce point-là, c'est que ça empêche d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller favoriser une relation sexuelle avec quelqu'un. Et je pense quand même que l'amour, j'ai envie de dire, entre personnes en présentiel et pas seulement virtuel, est quelque chose à sauver. En tout cas, c'est quelque chose de bon dans la nature humaine. Peut-être pour ajouter ce que veut dire peut-être Brigitte Lahaie, à un moment dans votre ouvrage, vous dites « En cessant de regarder du porno, vous renoncez à vivre sous antidépresseurs. Arrêter de regarder du porno, c'est retrouver votre énergie vitale. » Est-ce que vous n'allez pas, je veux dire, un peu loin en mettant un peu tout sur le dos du porno, et au fond, est-ce que c'est si mal de consommer du porno? Je pense que ça agit comme une drogue, c'est-à-dire qu'il y a ce shoot de dopamine qui fait qu'on est dans un état de bien-être sur le moment. Ça ne résout pas la cause de notre mal-être. Vous avez tout à fait raison de dire que le principe de phénomène d'addiction vient en général sur un mal-être. Quand on est bien dans ses baskets, on peut consommer un produit qui en lui-même est addictif, mais on arrivera à prendre la distance et ne pas tomber dans l'addiction. Donc c'est effectivement l'état de mal-être. C'est pour ça que je m'inquiète de l'exposition des mineurs, parce que c'est tout à fait normal quand on est mineur d'être dans un état de vulnérabilité, de construction de sa personnalité, et donc on n'est pas en capacité à pouvoir faire face à un produit très addictif. C'est pour ça qu'on veut protéger les mineurs contre tous ces produits qui peuvent engendrer cette addiction. Et donc oui, en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est que au lieu de régler ces problèmes, au lieu d'être bien, on a cette espèce de shoot de drogue. Moi, je dis que la pornographie, c'est l'opium du peuple. Ça nous endort, ça nous permet d'enlever toutes les tensions, les crispations, les révoltes qu'on peut ressentir. Et on a son petit shoot de plaisir quotidien ou plusieurs fois par jour. Et après, on reste docile. J'ai l'impression que c'est une bonne façon de rendre les peuples dociles, le peuple français docile. Brigitte Lahaie, c'est l'opium du peuple? C'est peut-être le foot, l'opium du peuple. Je ne sais pas. Non, mais encore une fois, moi, je suis pas pour une pornographie à tout prix. Je dis juste que elle a bon dos, la pornographie, et elle a bon dos depuis toujours. Mais vraiment, encore depuis toujours, vous direz ça? Oui, j'en sais quelque chose. Justement, ça m'intéresse que vous dites ça. J'en sais quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'à une époque qui n'était pas la mienne, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus positif le discours sur la pornographie. Je crois que quand vous avez commencé, c'était plus positif, j'ai eu droit à l'opprobre, comme vous avez aujourd'hui tendance à critiquer la pornographie. Moi, on ne m'invitait pas sur un plateau télé parce que j'étais le diable. Donc les choses ne changent pas. Non, moi je suis aussi le diable parce que je critique la pornographie. Et beaucoup de médias me prennent pour le diable, ne m'invitent pas parce que je critique la pornographie. Donc c'est quand même aussi très étonnant ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est pas bien vu critiquer la pornographie. Je suis vraiment à contre-courant et très mal considérée par une grande frange de la population. Il y a quand même un vrai retour du puritanisme actuellement dans le monde d'ailleurs. Là, je ne m'inscris pas dans le puritanisme, moi, mais en tout cas, par rapport à ça. Non, mais je veux dire, il y a de plus en plus de critiques de la pornographie. Moi, récemment, on m'avait interviewé pour un sondage parce que on considérait qu'à cause de la pornographie, il y avait 35% de femmes qui se sentaient obligées d'accepter le devoir conjugal.
Ce à quoi j'ai répondu, non, il y a un net progrès, parce qu'il y a 40 ans, il y en avait 70% qui acceptaient le devoir conjugal. Donc on voit bien que quand même les choses évoluent. Maintenant, je pense que le problème, c'est toujours pareil, c'est que on parle de pornographie comme si c'était de la sexualité. Pour moi, je dis toujours, la pornographie, c'est du sexe. La sexualité, c'est deux êtres qui se rencontrent avec des émotions, des sentiments, et c'est pas uniquement deux organes sexuels qui se rencontrent. Et si on expliquait ça dès le départ à des jeunes enfants, ils comprendraient, ils regarderaient un film porno même à 13 ans peut-être, comme ils regardent Rambo, sachant très bien que c'est du cinéma et que c'est... Alors, la grande différence, je peux intervenir parce que je pense que c'est la grande différence avec regarder comme ça de la pornographie comme on pourrait regarder n'importe quel autre film, c'est qu'on ne regarde pas de la pornographie en prenant une tasse de thé à la main. Donc, il y a l'acte masturbatoire. Ça veut dire qu'au moment où on regarde ces images, c'est un acte sexuel en soi, une forme d'acte sexuel, avec un shoot de dopamine qui est donné grâce au plaisir sexuel. Jusque-là, c'est en quoi ça consiste. Quand on regarde un film, même extrêmement violent, en général, on n'a pas une kalachnikov dans les mains en train de tirer sur tout ce qui bouge. On a justement une tasse de thé et on est tranquillement sur son canapé. Ça veut dire que le cerveau est capable de prendre de la distance, est capable de faire la part des choses, là où en fait, d'une certaine façon, avec la pornographie, contrairement à tous les autres films, regarder pour le cerveau, c'est faire. Oui, mais vous généralisez, c'est-à-dire pour vous, tout homme qui se masturbe en regardant de la pornographie, les femmes aussi regardent du porno. 30% de femmes. Oui, mais c'est quand même, et je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses aussi. Elles sont plus nombreuses, mais pour l'instant, c'est surtout 70% d'hommes. Mais je veux dire, les hommes, de toute façon, ont besoin de se masturber. Qui se masturbent en regardant une image pornographique ou regardant à l'époque Playboy, quelle est la différence? Pourquoi aujourd'hui ça serait plus addictif que pourquoi vous dites que les hommes ont besoin de se masturber? Parce qu'ils ont eu des pulsions et ils sont bourrés de testostérone, et on sait très bien, grâce justement à la question trans, à quel point le fait de donner de la testostérone aux femmes qui veulent donc devenir des hommes, tout d'un coup elles ont leur libido qui explose. Donc on voit très très bien que la différence de besoins pulsionnels sexuels est beaucoup plus forte chez un homme de 17 ans que chez une femme de 17 ans, en moyenne, en général. Encore une fois, il y a des exceptions. Je le dis très clairement dans ce livre, je ne suis absolument pas contre la masturbation, ce qui me fait aussi faire avoir des ennemis dans un camp religieux. Je le dis bien, je fais une distinction entre pornographie et masturbation. Je pense qu'on peut se masturber sans consommer du contenu pornographique. On peut faire preuve aussi de créativité, d'imagination. Bien sûr. D'où le contenu érotique, quel est de le problème littérature, de se masturber en regardant de la... Je n'ai aucun problème avec le fait de se masturber, mais par rapport à la pornographie, là où il y a un problème, c'est que derrière, en fait, dans ces images-là, c'est une représentation des fantasmes. Le problème, c'est que pour le cerveau, d'une certaine façon, le fantasme, il l'a vécu. Et donc, ça va formater un certain type de fantasme. Et on peut le voir que Mais le problème, c'est que vous faites une généralité en effet, certains problèmes liés à la masturbation et à la pornographie. Mais c'est un certain nombre de pourcentages d'hommes qui, en effet, à cause de la ont des fantasmes, sont habités par des fantasmes de plus en plus violents. Oui, mais c'est un petit nombre, c'est pas la majorité. La majorité des hommes qui regardent de la pornographie 90% de la production arrêtent même d'ailleurs souvent de la regarder quand ils sont en couple et qu'ils sont heureux et qu'ils sont épanouis sexuellement. Un truc important, c'est qu'ils vont arrêter quand ils sont heureux et qu'ils sont épanouis. C'est vrai qu'on voit bien que plus il y a une qualité de relation et une vie sexuelle épanouie et une vie amoureuse épanouie, on s'en connecte à l'autre, moins, en règle générale, on a recours à des produits addictifs ou compulsifs. Ça, c'est vrai qu'il y a un lien, et j'en parle beaucoup dans ce livre, que la solution, c'est d'avoir des belles connexions, des belles relations. Mais par contre, quand on sait que 90% de ce qui est regardé actuellement en termes d'images pornographiques concerne des scènes explicites de violence, ben oui, on peut s'inquiéter, parce que finalement, qu'est-ce que ça met dans notre cerveau comme vision de la sexualité? Alors, juste, je vais essayer de recadrer un peu le débat. Non, pas de souci. Ça nous passionne, ce sujet. Justement, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que peut-être la question qu'on se pose aujourd'hui, faut-il interdire le porno? On se la pose peut-être parce qu'à l'époque, le porno avait peut-être cette image de libération sexuelle, c'est-à-dire accolée à la libération sexuelle, peut-être avait une meilleure image, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, il est plutôt vu comme un outil d'asservissement. Mais la pornographie, elle est à l'image de la société. Je veux dire, moi j'ai tendance à dire en plaisantant que la pornographie violente, c'est le dernier rempart des machos.
Mais le problème, ça veut dire que les machos, c'est des hommes qui ont peur des femmes, qui en principe n'aiment pas les femmes, mais qui ont besoin de baiser des femmes. Quand ils regardent des pornos, ils voient des femmes qui acceptent de se faire prendre par tous les trous et qui sont donc à leur merci, alors qu'aujourd'hui, heureusement, la société a fait comprendre aux machos qu'ils n'avaient plus le droit de se comporter comme des machos. Voilà. Donc, je veux dire, la pornographie, elle reflet de notre société. Et je pense que c'est plus en travaillant sur notre société et en faisant évoluer notre société qu'on va donner une pornographie différente. Voilà, c'est tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que vous dites quelque chose de très très vrai, que comment ça reflète notre société. Et je trouve que c'est là que c'est aussi intéressant de s'interroger collectivement, parce que, par exemple, on est à la fois dans une société où on parle beaucoup, et heureusement, de consentement, de respect des uns des autres. Je le vois bien, moi, chez les jeunes auprès de qui j'interviens, que cette notion-là, elle est essentielle, le respect dans les rapports humains. Et en même temps, la pornographie qui est consommée par ces mêmes populations peut parfois mettre en scène des fantasmes extrêmement violents. Et c'est comme si qu'est-ce que ça dit de notre société? Par exemple, je prends un exemple aussi, sans être dans de la pornographie des vidéos, mais par exemple, la littérature érotique. Là encore, il y a une jeune fille de 14 ans qui me demandait hier, qu'est-ce que je pense de la littérature érotique que les jeunes filles lisent et qui sont comme, je sais pas si vous connaissez ces livres comme Captive, etc., qui mettent en scène des fantasmes sexuels qui sont plutôt de l'ordre de la domination, etc. Et qu'est-ce que ça dit en fait de notre époque, le fantasme, et ça reflète quelque chose de notre société. Et là, on peut s'interroger. Et vous avez raison de dire que c'est plutôt ça le problème, et que si on s'inquiète de ce qui est regardé dans la pornographie, c'est qu'est-ce que ça dit dans nos rapports de société. Est-ce que le problème, ce n'est pas la pornographie en soi, mais le contenu pornographique? Oui, et c'est là en fait il y a de tout dans la pornographie. C'est vrai qu'on parle souvent de la pornographie violente et de la pornographie qui dégrade les femmes, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pornographie féministe. Voilà, j'allais venir. Est-ce que on pourrait... Il y a des essais, mais c'est pas ce qui marche le plus, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait vous réconcilier? Alors, vous connaissez toutes les deux effectivement la pornographie dite éthique. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, sauver la pornographie? Je suis pas sûre. Moi, j'avais milité il y a très longtemps sur des films porno érotiques, pour redonner un petit peu de place justement aux sentiments, aux émotions et aux fantasmes. Bon, ça fonctionne pas parce que ça coûterait plus cher et que de toute façon il y a pas de circuit de distribution. Donc on est face encore une fois, on est face à un problème de consommation. La pornographie, c'est devenu de la consommation. Ça n'a plus rien à voir avec l'art, ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Et à partir du moment où ça rapporte énormément, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Je suis pas très optimiste, moi. C'est exactement justement aussi mon point de vue, c'est-à-dire que quand on parle de pornographie aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui en 2024, voilà, comme vous dites, ça n'a plus rien à voir avec l'art et la production. C'est pour ça que j'essaye en fait de trouver une voie, et donc moi je l'appelais érotisme dans le sens d'une production artistique. Et ça peut être du contenu très explicite, ça peut être très très explicite. Moi, j'ai aucun problème avec l'explicite, pardon. Mais par contre, est-ce que l'intention c'est de faire du profit? Moi, je dis souvent que la pornographie, c'est peut-être aujourd'hui, c'est un peu le McDo du sexe. C'est-à-dire qu'on donne, celui qui a inventé McDo n'avait pas comme intention que tout le monde soit bien nourri. Il voulait se faire un maximum d'argent en distribuant des burgers à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais on peut aussi, on peut manger un bon burger dans un bon restaurant, dans un gastro, mais ça, c'est plutôt l'érotisme. Si on pouvait un peu faire cette différence. Mais vous avez raison, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi, je pense même pas à de l'érotisme. Je pense qu'il faut vraiment montrer des images explicites. C'est ce que font d'ailleurs, fait certains pays nordiques, où on peut voir, en effet, un couple faire l'amour, avec un peu de tendresse, de sensualité, etc. La différence que je trouve, c'est l'intention, c'est l'argent. Mais je pense qu'on va se heurter aux parents d'élèves qui vont jamais accepter que leurs jeunes ados voient ce genre d'image qui serait pourtant en amont une manière de montrer, parce que il est évident que tout le monde, à un moment donné, au moment de la puberté, a envie de savoir comment ça se passe, et donc forcément va aller voir ce qui existe sur le marché. La question, effectivement, c'est de savoir si la pornographie peut en un certain sens, être aussi un outil d'éducation à la sexualité, tout en sachant que les jeunes en consomment et que les parents ont du mal, de toute manière, à réguler. Et c'est là où je crois qu'on n'est absolument pas d'accord. Moi, je pense que la pornographie, aujourd'hui, aide encore beaucoup de jeunes à se sentir plus à l'aise quand ils vont rencontrer quelqu'un réellement sur le pornographie terrain. Telle qu'elle est
aujourd'hui? Oui, dans l'ensemble. Enfin, moi, j'entends un peu Monsieur, Madame, tout le monde tous les jours à l'antenne. J'entends pas souvent quelqu'un qui témoigne parce qu'il a été totalement traumatisé par des images pornographiques. Et moi, je suis au même moment en train de récolter des témoignages en masse d'hommes et de femmes qui disent qu'ils ont été traumatisés par ces images et que ça les empêche d'aller vers les autres. Vous avez pas la même. C'est pour ça. La même, comment dirais-je, c'est normal que vous ayez des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont été abîmés par la pornographie. Parce que ça, c'est dans le cadre à la fois de mon cabinet, mais aussi parce que je prends la parole publiquement, dois parler sur les réseaux sociaux, etc. Les gens me contactent en disant, ah, enfin, quelqu'un qui est spécialiste de la sexualité, qui a un discours à contre-courant, parce que je suis désolée, c'est encore à contre-courant d'être contre le porno aujourd'hui, et qui met en mots ce que j'ai pu ressentir. Donc là, moi, je reçois des tonnes de témoignages. J'en ai encore publié un ce matin de quelqu'un qui dit le porno que j'ai commencé à regarder vers 12-13 ans m'empêche d'aller voir les filles. Je suis complexée, j'ai pas confiance en moi, je n'ose pas aller les rencontrer. Mais comment il allait quand il avait 11 ans? Eh bien justement, comment est-ce qu'il allait, vous dites? Comment il allait avant de tomber sur les images pornographiques? Mais à 11 ans, c'est normal qu'on soit en état de fragilité, de vulnérabilité à 11 ans. Qui sont les enfants de 11 ans qui sont hyper bien dans leur peau quand on arrive au collège, une période pas facile, la puberté, etc. Et donc à ce moment-là, d'être exposé à ces images, en tout cas lui, vous pouvez encore le témoigner et vous retrouvez ces témoignages sur mon site internet où je commence à les publier au fur et à mesure anonymement, mais pour que les gens entendent ce que c'est de la part des consommateurs. Parce que on parle beaucoup de l'industrie du X, on parle beaucoup des acteurs et des actrices, de leurs conditions de travail actuellement. Et moi, je voudrais, au travers de ce livre, qu'on parle aussi des consommateurs, des hommes et des femmes qui sont exposés à ce contenu, des conséquences que ça a dans leur vie personnelle, dans leur vie sexuelle, dans leur vie conjugale. Et j'ai l'impression qu'on ne parle jamais des consommateurs et on parle que des producteurs. D'une certaine façon, moi, je m'en fiche de savoir si le producteur de cannabis, il aime ou il aime pas son métier, s'il le fait dans des bonnes ou des mauvaises conditions. Le cannabis est mauvais, voilà, point. Et c'est comme ça c'est mon point de vue, c'est d'être du côté des consommateurs plutôt que du côté des producteurs. Et derrière toute cette question, on peut poser aussi la question de quelles sont peut-être les priorités des pouvoirs publics sur cette question. Est-ce qu'ils devraient légiférer avant tout sur l'éducation à la sexualité? Est-ce qu'ils devraient légiférer sur le porno en tant que tel, sachant qu'ils sont assez réticents à le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que par rapport à la question de l'éducation affective et sexuelle, il y a déjà une directive qui dit 3 interventions par an et par niveau scolaire. Déjà que tous les établissements scolaires mettent ça en place. C'est une urgence absolue parce que cette éducation, elle permet aussi de bien vivre en société. Il y a des notions très importantes, genre du consentement par exemple, qu'il faut enseigner aux élèves. Il faut leur dire ce qui est permis, ce qui est défendu, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Bref, il y a une information et une formation à donner sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la priorité. Mais c'est pas vraiment la faute du gouvernement, là. C'est les établissements scolaires il faut qu'ils mettent ça en place, qu'ils introduisent des intervenants sur ces sujets. Ce que le gouvernement, moi, ce qu'on attend de la part du gouvernement, c'est quand même qu'il demande à ces fameux tubes, ces plateformes, de mettre un système de protection bien plus efficace pour que les mineurs ne tombent pas sur le contenu. Donc très concrètement, il y a des mesures comme mettre la carte bleue d'abord avant d'avoir accès au contenu, etc. Il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je pense qu'en un claquement de doigts, on peut les faire. C'est pas très compliqué, il faut juste une volonté. Et déjà, que le porno redevienne transgressif pour les adolescents. Bien sûr qu'ils vont aller voler la carte bleue de leurs parents et bien sûr qu'ils vont aller regarder pour certains, mais ce n'est pas la même chose quand le porno est transgressif où là, on tombe dessus à n'importe quel moment du jour et de la nuit, même si on n'a pas l'intention. Et ça, vraiment, on attend de la part du gouvernement qu'il fasse quelque chose parce que pendant ce temps, ça abîme des générations entières. Je crois qu'on est assez d'accord, oui, une éducation à la sexualité, parce que finalement, les parents, on les prévient pas du tout. Et tout parent qui aura expliqué à son enfant en amont qu'il peut tomber sur des images pornographiques, que c'est pas grave, mais qu'il faut qu'il en parle. À ce moment-là, il y aura un débriefing et ce sera mieux parce que le problème qui se pose souvent quand un enfant de moins de on va dire 15 ans pour rester correct tombe sur des images, inconsciemment souvent il sent bien que c'est pas tout et il ose en parler à personne. Alors que s'il peut en parler à ses parents, il y aura tout de suite. On sait très bien que la parole libère une partie du traumatisme. Mais est-ce que le gouvernement, justement, doit ou peut agir sur la production de contenu pornographique, peut-être en amont? On en parlait tout à l'heure. De toute façon, 90% de la production pornographique, elle ne se fait pas en France. Donc, à part nous fliquer tous pour savoir qui regarde des images pornographiques,
Alors, on l'a fait pour la pédocriminalité et ça marche, hein, donc ce serait possible de le faire pour la pornographie. Mais moi, je serais un peu inquiète d'un pays qui commence à nous interdire de regarder des images pornographiques. Après, je ne sais pas où on va. Hein. Vous avez raison de dire interdire mais c'est une chose et interdire, autre chose, c'est de réguler l'accès, c'est-à-dire de faire en sorte simplement que ce soit le fruit d'un consentement. C'est-à-dire, je décide de regarder ces images et il ne me tombe pas dessus à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Vous savez, si déjà on interdisait aux parents de donner des téléphones à des enfants de 1 an et demi, 2 ans, on avancerait. Hein. Mais oui, et vous avez raison de dire, parce que c'est vrai que les enfants vont tomber sur ces images parce qu'ils ont accès à ces moyens de télécommunication modernes et que finalement, derrière, c'est une éducation plus générale aux écrans. Que c'est des vrais problèmes de société. Notre enfance et notre adolescence va mal. Et on risque d'en payer le prix plus tard, puisque les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Exactement. On est tout à fait Emmanuel Macron en a parlé là récemment dans sa dernière allocution de l'usage des écrans. Il a même évoqué cette problématique de la pornographie. Et mine de rien, moi je trouve que c'est quand même une avancée qu'on comprenne qu'il y a un enjeu de société, mais derrière l'usage des écrans en général. Et donc quand on parlait tout à l'heure d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dans ces moments-là, on peut avoir des moments où on parle vraiment de l'usage des réseaux sociaux de façon plus générale, l'usage des écrans, etc. Parce que là, on ne peut plus laisser les enfants comme ça, sans aucune information et de formation. Mais comment on fait pour parler justement de la pornographie sans forcément montrer ou parler de ce qu'est la pornographie? On explique ce que c'est, pourquoi elle existe, quelle est son intention. Moi, j'explique aux enfants, hein, c'est pas l'histoire d'hommes qui sont mis autour d'une table. Je dis hommes parce que c'est produit encore à un pourcentage très important par des hommes, même si de plus en plus de femmes produisent des contenus pornographiques, qui se sont dit comment on va faire pour répondre à toutes les questions des enfants sur la question de la sexualité. C'est pas non plus, le but n'est pas non plus de faire en sorte que tous les enfants, les collégiens, lycéens de France et du monde sachent comment avoir une belle vie sexuelle. L'objectif, c'est l'argent, il faut quand même le redire. Et donc, pour gagner un maximum d'argent, le principe de ces fameux tubes, c'est qu'il y ait un maximum d'utilisateurs, qu'ils reviennent souvent et qu'ils restent longtemps pour augmenter le trafic sur ces plateformes et donc augmenter le prix de la publicité qu'ils vont monétiser. Donc ils se font de l'argent grâce à la publicité, donc il faut beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accros. Et ils ont bien compris qu'une façon de rendre les gens accros, c'est de faire en sorte que les gens consomment le plus en plus tôt. C'est pour ça que je pense qu'il faut protéger vraiment les mineurs pour qu'ils ne tombent pas dans ce phénomène d'addiction, même si le produit en lui-même peut générer de l'addiction même pour les adultes. Mais je pense qu'il y a quand même une différence dans la façon dont on va pouvoir gérer le produit. Comment on parle de pornographie aux jeunes aujourd'hui? C'est juste leur dire que ça existe, qu'il y a des images où on voit des humains qui font du sexe, mais que c'est pas l'amour, c'est pas faire l'amour, et que si jamais tu tombes sur ce genre d'image, tu peux m'en parler. Je suis prêt à t'écouter. Mais il n'y a pas beaucoup de parents qui seront prêts justement à tenir ce discours de la manière la plus neutre et la plus tranquille, parce que moi je dis toujours la liberté sexuelle, c'est une utopie, parce que pour qu'il y ait liberté sexuelle, il faudrait que tous les parents soient libres sexuellement de parler à leurs enfants de sexualité. Et 80% des gens n'étant pas libres sexuellement quand ils deviennent parents ne peuvent pas parler librement de sexualité à leurs enfants. Et donc, on continue, voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je fais ma part, c'est tout. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et c'est vrai que d'arriver à en parler simplement, on voit que pour beaucoup de parents c'est difficile, que eux-mêmes aussi sont pas très à l'aise avec cette question de la pornographie. Beaucoup, par exemple, de personnes qui sont en couple ne parlent pas de ce sujet-là, de savoir est-ce que tu en consommes ou pas. Beaucoup vont consommer. Ils parlent pas entre eux de sexualité. Voilà, exactement. Et voilà, vous avez raison de dire en général, on parle pas de sexualité au sein du couple, et de cette consommation, elle est quand même encore très souvent secrète. Elle n'est pas faite. Voilà, un jour, on découvre que son compagnon ou sa compagne regarde des vidéos pornographiques. C'était vécu comme ça dans le secret. Et donc, ça reste un sujet aussi tabou au sein des couples, pas seulement au sein des familles. Je pense que mais on pourrait par exemple faire une petite vidéo de 10 minutes qu'on distribue aux enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Mais je pense que la société n'est absolument pas prête à ça non plus. Mais est-ce que c'est pas hypocrite justement? Mais c'est pas un problème d'hypocrisie, c'est un problème de libération sexuelle qui n'est pas possible. Donc on n'est pas allé au bout, selon vous, de la libération sexuelle? Mais on ne peut pas y aller, justement. Parce que les gens ne sont pas... les parents considéreraient que c'est dépraver leurs enfants que de leur filer des images qui montrent ce que c'est que la sexualité. Je dis bien la sexualité, pas le sexe. Donc on est coincé. Moi, quand j'ai voulu faire une pub pour le port du préservatif en pleine période du sida,
a priori, le ministre de la Santé était plutôt d'accord, et puis ils ont commencé à faire une petite enquête, et puis c'était « Oh là, mais elle va prôner le sexe à nos enfants, il n'en est pas question ». On en est là. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie aussi sur le sujet, d'avoir de la pornographie partout et de ne pas vouloir en parler non plus? Moi, je pense que la plus grande hypocrisie, c'est parce que c'est très difficile de réguler ou d'avoir une parole sur un produit qu'on consomme soi-même en tant qu'adulte. Parce que, en fait, là, on s'entend tous en 2024 sur l'exposition des mineurs à la pornographie. En 2016, pas du tout. Hein. Moi, en 2016, je vais convaincre les gens sur les plateaux de télé et j'ai traité tous les noms de néo-puritaines, etc. par les Inrocks parce que je m'inquiétais que des enfants de 8, 9, 10, 11 ans regardent du porno. Heureusement, la société a changé. Moi, je suis ravie que ce combat, il ait été remporté. Mais par contre, on a des adultes qui sont, eux, des gros consommateurs. Et c'est pour ça que les enfants sont aussi exposés de cette façon-là. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour eux d'avoir une parole sur un produit que eux-mêmes consomment, s'ils n'ont pas aussi un esprit critique sur ce qu'ils consomment. Est-ce que je suis bien avec ce que je consomme? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que j'en parle librement avec la personne avec qui je partage ma vie? Donc moi, je pense qu'en fait, la grande hypocrisie, c'est que les adultes sont pas à l'aise de dénoncer des problématiques liées à un produit que eux-mêmes consomment. Merci à toutes les deux. Donc vous pourrez retrouver tout le dossier porno de Marianne cette semaine en kiosque et le débat entre Thérèse et Brigitte. Je vous remercie à toutes les deux. Merci à vous.